On va parler maintenant, on va laisser bien la parole à professeur Frédéric Bruneau. Il est philosophe au Collège André Laurando, professeur associé à l'École des médias de l'UQAM, et il va nous entretenir sur les enjeux éthiques de l'utilisation de l'IA, cette fois en santé, sur la question des mégadonnées en contexte biomédical vu par l'éthique de l'information. Alors, professeur Bruneau, je vous cède la parole. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez et que vous voyez bien ma présentation. Oui, c'est parfait. Très bien. Alors, merci. D'abord, je vais prendre quelques minutes pour remercier tous les organisateurs de m'avoir invité, de me permettre d'être ici ce matin. Cet après-midi pour vous, mais ce matin pour moi, et de pouvoir discuter. Bref, j'aimerais aujourd'hui plus précisément attirer votre attention, comme le disait Madame Duchesne. Je suis d'abord un professeur de philosophie au Collège André Laurando et associé à l'École des médias à l'UQAM. Et donc, j'ai spécialiste de l'éthique. Et donc, je m'intéresse aux questions de l'éthique du numérique et de l'éthique de l'intelligence artificielle, des assises philosophiques qui permettent de réfléchir à ces questions et de prendre différentes positions sur ces questions. Alors, je vais discuter de ces questions-là, bien entendu. Et plus précisément, je cherchais à vous montrer comment, à mon sens, là, une approche particulière qu'on appelle l'éthique de l'information permet de jeter un éclairage intéressant sur ce type de réflexion. Alors là, j'espère que ça va suivre. D'accord. Donc, lorsqu'on traite des questions de l'éthique de l'intelligence artificielle, donc de l'éthique de l'IA, plus précisément en lien avec la santé et dans le contexte biomédical, bien évidemment, là, plusieurs l'ont dit, là, vous connaissez déjà ça très bien, on est à l'intersection de deux grands champs de l'éthique appliquée, l'éthique de l'IA qui est relativement récente, et un domaine plus établi là, que vous connaissez, qu'on associe de différentes façons à l'idée de bioéthique. Et j'en profite, là, vous verrez un peu plus près dans quelques instants, mais le début de ma présentation s'appuie sur le texte de Mittelstadt qui a été très bien présenté par Madame Marcoux, donc je vais pouvoir y aller un peu plus rapidement, mais bon, je vais faire quelques rappels. Donc, évidemment, d'ailleurs, comme il y en a été question dans la présentation de Mme Marcoux, il y a les études là, de Jobin, Yena et Païena qui ont montré la diversité des déclarations et des chartes qui ont été proposées là, dans les dernières années pour proposer un encadrement éthique et un encadrement normatif de l'intelligence artificielle. On remarque dans le texte là, de Mittelstadt, mais dans le texte de Jobin aussi, que la plupart des grands principes qui sont affirmés par ces déclarations et ces chartes sont, sans surprise, jusqu'à un certain point, ne sont pas particulièrement différents des grands principes qu'on connaissait depuis bien longtemps, notamment en bioéthique. Bon, on peut les nommer, là, on pourrait faire une liste différente, là, mais on les connaît très bien, la bienfaisance, non-malfaisance, autonomie, justice. On souligne dans le texte de Mittelstadt, vous avez la référence, là, qu'il y a un élément qui est un peu particulier à l'éthique de l'IA, qui s'ajoute dans la majorité des déclarations et des chartes en question, qui est l'explicabilité d'un phénomène largement connu que vous connaissez très bien, j'en suis convaincu. On parlait à l'instant de la question de la transparence des algorithmes, la question des fameuses boîtes noires, la difficulté à interpréter les résultats qui sont fournis par différents systèmes d'intelligence artificielle. Mais pour l'essentiel, les principaux principes qui émergent des déclarations sont des principes relativement bien connus et qui sont relativement consensuels. Il y a des différences, bien entendu, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Quand on se questionne sur la question de l'éthique de l'IA, mais appliquée à la santé et au contexte biomédical, je pense qu'il est important là, de souligner qu'il y a deux aspects dans cette intersection. Là. Il y a une intersection qui l'est et qui ne l'est pas entièrement. Dans le contexte
biomédicale, donc institutionnelle, bien évidemment, là, on a affaire à l'utilisation, comme on en parle là, depuis maintenant un certain temps, d'outils, des systèmes d'intelligence artificielle dans le contexte des établissements institutionnels qui offrent des soins de santé et qui sont, j'y reviendrai dans quelques instants, mais généralement très bien encadrés au point de vue éthique. En fait, il existe une tradition d'encadrement éthique dans laquelle, bon, ça fonctionne pas toujours de la meilleure façon, où il y a du travail à faire. On parlait plutôt aussi de travail de formation par rapport aux particularités des outils d'intelligence artificielle. Mais il y a un cadre normatif qui existe déjà, alors qu'il existe aussi des applications de systèmes d'intelligence artificielle en lien avec la santé, mais qui, ce contexte-là, dans un cadre extra-institutionnel, et ce type d'utilisation-là explose de façon exponentielle, parce que, bon, avec tout ce qu'on sait, les mondes connectés et tout le reste, on génère une quantité de données et on traite une quantité de données liées à la santé, mais dans des contextes qui sont pas du tout les contextes habituels de l'éthique biomédicale. Bref, je vais y aller un peu rapidement parce que, bon, Mme Marcoux l'a déjà présenté, là, mais Mittelstadt, dans son texte, arrive à la conclusion qu'il faut, quand on veut penser aux questions liées à l'éthique de l'IA en s'inspirant de ce qui se fait en bioéthique ou en éthique biomédicale, il faut faire particulièrement attention et souligner la différence entre les traditions associées à ces deux milieux, si on veut, le contexte de la santé en général, mais le contexte bioéthique et biomédical qui est grandement différent de celui dans lequel on développe, on conçoit et on va mettre en œuvre les outils d'intelligence artificielle au sens général. Donc, c'est la rencontre de deux milieux fort différents. Madame Marcoux l'avait présenté, donc l'absence d'un objectif commun, devoir fiduciaire, l'idée d'une tradition de normes et un historique professionnel, les méthodes éprouvées pour traduire les principes en pratique, j'y reviendrai dans quelques instants. Puis toute la question de la responsabilité professionnelle et légale, l'encadrement des ordres professionnels. Dans le monde de l'IA, il existe certaines choses, les ordres des ingénieurs, peu importe, mais le contexte est grandement différent. Et c'est en partie de la thèse de Mittelstadt, que cette différence-là implique qu'on peut pas penser en éthique de l'IA, faire la même chose que ce qui existe, par exemple, en bioéthique. Et quand on rencontre, comme on le fait ici, là, dans le cadre de cette discussion, ces deux milieux-là, il faut tenir compte de ces différences-là. J'aimerais attirer votre attention plus particulièrement sur les assises philosophiques qu'il y a derrière ce type d'évaluation de la rencontre entre l'IA et la santé. Et donc, c'est sur ce terrain que je vais vous amener. On l'a entendu plus tôt, les arguments, c'est encore là, ce sont des choses qui sont bien connues, mais les principaux arguments là, associés à l'utilisation de l'IA et des données, là, les données massives, les mégadonnées, comme on dit, qui sont de toute façon nécessaires au fonctionnement de l'intelligence artificielle, on peut les regrouper, c'est un peu simpliste, là, mais si on veut y aller de façon très générale, on peut les regrouper en deux ensembles d'arguments qui sont ceux qui sont proposés de façon assez classique. Un argument qu'on pourrait appeler libéral classique qui insiste sur le consentement et la vie privée. Parfois, là, dans le domaine de la santé, mais sur les questions liées à l'utilisation de l'IA et du numérique en général, un argument parfois là, quasi légaliste, on le sait très bien, là, on utilise toute une série de plateformes là, à laquelle on nous demande des consentements, avec des pages et des pages de texte qu'on sait très bien qu'on ne comprend pas tout ça. Là. Donc, il y a cet aspect à la limite légaliste, mais qui est évidemment là, fort important et qui est associé là, de façon
très importante avec toute l'idée de la protection des renseignements personnels et de la vie privée. Par ailleurs, bien évidemment, on souhaite aussi, c'est comme un argument qui fait contrepoids à ce type d'argumentation-là, à tirer les bénéfices. On en entend parler là, abondamment, on vient d'entendre parler, que ce soit en santé humaine ou en santé animale, de tirer les bénéfices en évitant les risques et les problèmes, mais d'améliorer le processus, d'améliorer l'efficacité et finalement d'offrir des services de santé qui soient de plus grande qualité et qui permettent un plus grand bien. On dit souvent AI for good, là, donc évidemment il y a personne qui est contre la vertu. Tout le monde veut qu'on utilise pour le bien, pour le plus grand bien les données. Mais comment est-ce qu'on fait pour finalement pour mettre en relief ces deux types d'argumentation? Là, il y a un thème qui m'apparaît particulièrement intéressant de souligner, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est qu'on a affaire ici à peut-être un des exemples clé, là, mais qui s'insère dans une question beaucoup plus large. Comment le développement technologique fulgurant qu'on a connu, là, on peut dire les 50 ou les 100 dernières années, différents auteurs vont placer la barre à différents endroits, mais comment d'abord, est-ce que le développement technologique fulgurant que nous avons connu change quelque chose à la façon dont nous pouvons envisager une réponse aux différentes questions éthiques et le type d'arguments qu'on peut avancer ou comment on réfléchit aux questions éthiques liées à ce développement technologique? Personnellement, je pense que la réponse c'est oui. Mais maintenant, une fois qu'on répond oui, comment est-ce que ça change? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que ce changement technologique nous force à repenser les cadres classiques à partir desquels, encore aujourd'hui, comme ceux que je viens d'évoquer, nous réfléchissons la plupart du temps aux questions éthiques qui sont liées à l'application de ces technologies. Et c'est en ce sens que je veux attirer votre attention sur un auteur en particulier. Je vais le mettre comme ça, si je me souviens bien. Non, c'était comme ça. Je vais vous le dire ici, là, sur un auteur en particulier qui s'appelle Luciano Floridi, qui a toute publié une panoplie là, de livres, mais notamment là, de The Ethics of Information. Floridi est à Oxford. Et d'ailleurs, Mittelstadt est un de ceux qui travaillent de façon très rapprochée avec Floridi. Et je pense que c'est particulièrement intéressant dans le contexte que je viens de tracer, d'examiner ses travaux. Et il propose justement ce que j'appelle l'éthique de l'information. Et pour bien illustrer en si peu de temps, là, parce que bon, je vois le temps qui file, mais pour bien illustrer l'apport particulier de cette perspective théorique, je pense qu'il est intéressant je vais juste simplement revenir, là, mais d'examiner l'apport de l'éthique de l'information, mais sur une question en particulier, qui est celle de la protection de la vie privée. Donc, Floridi nous dit, généralement parlant, on a deux grands groupes d'arguments en lien avec la protection de la vie privée et pour réfléchir aux enjeux liés à l'utilisation, par exemple, non consensuelle des informations personnelles. Le premier, c'est ce qu'il appelle un argument réductionniste, c'est-à-dire qu'on dit, si les données sont captées et que les données peuvent être utilisées à l'insu des gens, par exemple, avec un système de caméra dans un lieu public comme un magasin ou peu importe, bien évidemment, on peut se poser la question qu'est-ce qu'on fera avec ces données et comment on va assurer la protection des données, comment on va s'assurer qu'il n'y ait pas une utilisation malveillante des données. Mais il est tout à fait réducteur de réduire les enjeux éthiques et les risques à une potentielle utilisation malveillante. En fait, on peut penser de toute une série de situations dans lesquelles une utilisation qui ne serait pas explicitement malveillante des données serait par ailleurs tout à fait problématique. Et il dit, pour compenser, la plupart du temps, on fait appel à un argument de type qu'il appelle l'argument de la propriété privée, à savoir que quand on capte mes données et qu'on les utilise sans mon consentement, c'est comme si on me
volait mes données. C'est comme si on me prenait quelque chose qui m'appartient, on me prenait ma propriété privée et qu'on l'utilisait sans mon accord, au même titre que si on me vole un bien physique, mon téléphone, qu'on l'utilise ou on me le vole, on a une atteinte à la propriété privée. Et là, c'est ce qui est particulièrement intéressant. Floridi nous dit il faut repenser notre conception, notre compréhension de l'information et des données personnelles plus précisément pour remettre en question notamment cette idée-là, parce que les données personnelles, en réalité, il faut comprendre que c'est pas un bien qui nous appartient au même titre qu'un bien physique, mon téléphone, mon ordinateur. Mais en réalité, il s'agit de quelque chose qui décrit notre personne. Donc, j'y vais un peu rapidement, là, mais il dit, finalement, quand on capte nos données personnelles, qu'on les utilise sans notre consentement, on a beaucoup plus à faire avec quelque chose qui ressemble à un kidnapping qu'à du vol. En réalité, c'est comme si on prenait une partie de quelque chose qui nous définit. Et donc, il faut repenser les conditions dans lesquelles on vit. Je savais que j'aurais pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais je vais simplement vous donner. Il y a toute une philosophie derrière ça, là, que là, j'aurais pas le temps d'en parler, mais je vous invite là, à aller voir. Là. Il y a toute une perspective philosophique derrière ça pour repenser la notion d'information, notamment étant donné les conditions dans lesquelles on vit de la révolution numérique, le nouveau rôle que l'information prend dans nos vies. Et donc, voilà. Je vais juste dire une simple anecdote. Là, avec tout ce qu'on entend là, présentement avec la guerre en Ukraine et tout le reste, c'est juste pour montrer l'importance. Et je comprends tout à fait la réaction des gens, mais quand on par exemple, des témoignages d'Ukrainiens ou d'Ukrainiennes qui décrivent les conditions terribles dans lesquelles ils vivent, vous remarquerez, ils font la liste de ce à quoi ils n'ont pas accès. Ils nous disent souvent, on n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'Internet. Et on classe, à raison, là, je comprends très bien pourquoi, mais on classe l'accès à l'information avec ses besoins primaires. Et bref, c'est beaucoup trop rapide, là, mais c'est ça vers quoi je voulais attirer votre attention. Et juste pour faire référence, pour terminer, je vois le temps qui court, là, Madame Régis faisait référence plutôt, on dit bien souvent quand vient le temps d'évaluer de façon éthique des systèmes d'intelligence artificielle, notamment dans le milieu de la santé, il y a un certain décalage, on manque d'outils pratiques. Les auteurs comme ceux-là, je ne ferai pas le tour de tout le tableau, là, mais les auteurs, c'est Jessica Morley qui travaille avec Floridi et les autres, proposent des outils comme ceux-là. Le cadre théorique permet de former le tableau, là, le contenu, là, c'est un peu petit, là, mais vous voyez, le contenu, ce ne sont que des exemples, mais ça permet, c'est comme une genre de grille de réflexion, si on veut, qui nous permet de voir les différents types de problèmes qui peuvent être associés ou les enjeux éthiques qui peuvent être soulevés par les systèmes d'intelligence artificielle, des preuves peu concluantes, là, on confond corrélation et causalité, la question de la boîte noire, les preuves insondables, ou des preuves erronées, les biais qui peuvent être dans les données, les résultats qui peuvent être inéquitables, source de discrimination, les effets transformatifs dans les relations, notamment entre les personnes, et les questions de traçabilité. Et on nous invite finalement, là, je n'irai pas plus en détail, mais à utiliser ce type d'outils pour réfléchir aux enjeux éthiques et pour, dans un contexte bien particulier, sur un outil d'un système d'intelligence artificielle bien précis, dans un domaine, par exemple, comme l'analyse des radiologies, peu importe, à utiliser ces différentes catégories pour soulever les questions, pour réfléchir à la diversité des enjeux et pour organiser une évaluation éthique d'un outil particulier. En conclusion? Oui, en conclusion, je vais simplement, voilà ici, je vais simplement vous remercier de votre attention et je vais vous inviter à poser des questions ou à communiquer avec moi si vous voulez en savoir plus. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, professeur Bruno. Alors, oui, il faut vraiment se repositionner. On peut pas prendre nos contextes de l'éthique biomédicale puis se dire qu'on va appliquer ça puis tout va bien fonctionner. On est vraiment forcé de repenser. Puis je fais le lien avec la présentation de Madame Marcoux. Là. On est forcé de retourner sur le terrain, de voir ce que les gens font pour vrai.
et de voir comment on se repositionne en matière d'éthique. On peut pas juste les cadres théoriques ont besoin d'être vus dans un contexte très pratico-pratique ici, là. Donc, merci beaucoup, professeur Bruno.